Bonjour. Dans la vidéo précédente, nous avons vu différents facteurs, différentes évolutions menaçant et remettant en cause le rôle du travail et de l'emploi dans l'intégration sociale. Aussi bien en ce qui concerne la protection matérielle offerte par l'emploi, que la reconnaissance symbolique et le rôle psychologique, notamment en termes de construction de notre identité, offert par notre travail. Dans cette perspective, nous avons ainsi parlé des effets négatifs causés par le chômage, notamment le chômage de longue durée. Nous avons parlé aussi du sentiment de vide et de recherche d'une utilité associé à ce qu'on appelle les bullshit jobs ou les métiers à la con. Et nous avons aussi parlé de la question de la précarité, qui vient flouter, atténuer les frontières et les contours entre chômage et emploi. Nous avons aussi brièvement parlé de la question du micro-entrepreneuriat qui vient aussi flouter les frontières de l'emploi, mais cette fois-ci entre emploi salarié et emploi indépendant, puisqu'on trouve des situations où une personne cumule une activité salariée et une activité indépendante. Et c'est finalement cette question des contours du travail et de l'emploi, contours qui deviennent de plus en plus flous et brouillés, que nous allons approfondir dans cette question, en nous intéressant notamment au rôle joué par le progrès technique et notamment la diffusion des nouvelles techniques de l'information et de la communication. Allez, c'est parti. En effet, le numérique vient brouiller encore plus les frontières du travail et de l'emploi, et ce de différentes façons. Tout d'abord, on peut parler, ou plutôt reparler, de la question du télétravail, qu'on avait déjà abordé dans une vidéo précédente de ce chapitre. On avait dit que le télétravail pouvait être source d'avantages, notamment parce qu'il offrait plus de flexibilité aux travailleuses et aux travailleurs pour trouver un aménagement et un équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Cependant, cette flexibilité peut aussi se retourner contre les travailleuses et les travailleurs. En effet, le télétravail vient donc brouiller les frontières entre vie privée et vie professionnelle. Et si ça peut être un avantage quand vous êtes justement capable de définir vous-même quel aménagement, quel équilibre vous voulez avoir, vous pouvez aussi avoir une pression qui n'est pas forcément explicite, même si elle peut l'être, mais même une pression à vous dire à quel moment est-ce que j'arrête mon travail, mon emploi, pour me consacrer à ma vie privée, à ma vie de famille. C'est finalement la question du droit à la déconnexion, qui n'est donc pas nouvelle et pas liée spécialement au télétravail, qui d'ailleurs se retrouvait dans la loi travail de 2016, qui donc reconnaissait officiellement le droit à la déconnexion, même si sa mise en œuvre en pratique est plus compliquée. Toujours difficile de se dire, j'ai reçu un email pendant le week-end, je vais faire le choix de ne pas y répondre. Mais avec le télétravail, ces problèmes donc de frontières entre vie privée et vie professionnelle, de droit à la déconnexion, se voient actualisés et peut-être même renforcés. Notamment, on peut se demander, lorsqu'on est en télétravail, comment prouver qu'on est un ou une salarié zélé et du coup se faire remarquer en vue d'une promotion. Et il peut y avoir le risque que dans cette perspective, vous surcompensiez le fait que vous soyez en télétravail et vous cherchiez à en faire toujours plus, en du coup sacrifiant tout droit à la déconnexion. Cette question de la frontière entre vie privée et vie professionnelle se pose notamment pour les femmes qui, hélas, doivent assumer une charge supplémentaire en termes de tâches domestiques et notamment de s'occuper de leurs enfants. Alors, évidemment, je ne suis pas d'accord avec ce principe. Le problème là-dedans, c'est surtout en fait l'inégale répartition des tâches domestiques et pas tellement finalement le télétravail. Il faudrait, si on avait une répartition égale des tâches domestiques, le télétravail poserait toujours des problèmes, mais en tout cas, ce serait les mêmes pour tout le monde. Mais en tout cas, la situation étant ce qu'elle est à l'heure actuelle, qu'on soit content ou pas, et plutôt pas content avec elle, il faut faire avec et reconnaître que voilà, le télétravail pose des problèmes accrus pour les femmes que pour les hommes.
Autre problème posé par le numérique, le phénomène d'ubérisation, qui lui vient brouiller les frontières entre emploi salarié et emploi indépendant. Donc on retrouve un peu la question posée par le phénomène ou le dispositif de micro-entrepreneuriat. D'ailleurs, l'ubérisation peut se fonder sur des micro-entrepreneurs et des micro-entrepreneuses qui donc vont être à leur compte pour avoir cette activité sur le compte d'une plateforme, que ce soit donc Uber, Deliveroo, etc. Cependant, dans le cadre du phénomène d'ubérisation, cette atténuation des contours entre emploi salarié et emploi indépendant se pose d'une façon quand même différente. Quand on parlait de micro-entrepreneuriat, on disait qu'on avait un cumul d'une activité salariée et d'une activité indépendante. Ce qui peut toujours se retrouver, évidemment, dans le cadre des micro-entrepreneurs et micro-entrepreneuses qui travaillent pour des plateformes. Mais ce qu'on remarque surtout, c'est que, en réalité, le travail sur les plateformes, les travailleurs et travailleuses des plateformes ont formellement, juridiquement, officiellement un emploi indépendant. Ce sont des personnes qui sont à leur compte, ce sont des livreurs et des livreuses indépendants et indépendantes, et la plateforme se contente de les regrouper et de faciliter la mise en relation avec des personnes ayant besoin de leurs services. Officiellement, voici ce qui est présenté. En réalité, ce qu'on voit, c'est que la relation entre ces travailleurs et travailleuses et les plateformes reprend de nombreux aspects des emplois salariés. Clairement, en fait, ces travailleurs et travailleuses indépendants et indépendantes n'ont pas véritablement d'activité en dehors des plateformes, donc vous avez clairement une dépendance par rapport aux plateformes qui, du coup, se permettent d'imposer des conditions de travail, des conditions de rémunération, comme dans le cadre finalement d'une activité salariée. Alors que normalement, si vous êtes véritablement indépendant ou indépendante, c'est vous qui définissez quel tarif vous fixez notamment. Et justement, ces contours entre emploi salarié et emploi indépendant qui deviennent plus flous, plus incertains, le fait qu'en gros on ait l'impression d'avoir officiellement un emploi indépendant mais qui cache en réalité un emploi salarié, ce qui permet d'ailleurs au passage de ne pas payer un certain nombre de prélèvements obligatoires, notamment des cotisations sociales. Donc, les cotisations sociales, c'est payé par les employeurs au nom de leurs salariés. Quand vous n'avez pas d'employeur parce que vous êtes indépendant, vous avez en réalité un système de sécurité sociale, mais qui offre quand même qui est beaucoup plus souple, avec beaucoup moins de cotisations sociales, dans l'idée que finalement, c'est plus à vous de constituer votre propre épargne pour vous permettre aussi de moduler dans le cadre de votre activité. Et du coup, voilà, cette impression que on fait passer comme des emplois indépendants des emplois et du travail qui est en réalité salarié a conduit, notamment en France, des cours de justice, des tribunaux, jusque la Cour de cassation, si je ne me trompe pas, à requalifier parfois des situations donc d'emploi formellement indépendant, de travailleurs ou de travailleuses de plateforme en emploi salarié, en disant voilà, en réalité, il y a un contrat de travail qui existe entre cette plateforme et cette personne, même si officiellement il n'y a rien. Au vu des conditions de travail, au vu des relations entre les deux, on peut clairement reconnaître qu'il y a une relation qui relève plutôt du salariat et de l'emploi salarié. Donc ça a été plutôt la solution adoptée en France, de requalifier, en tout cas lorsqu'il y a des procès de recours en justice, de requalifier comme des emplois salariés des emplois formellement indépendants. Dans d'autres pays, c'est le législateur qui est intervenu pour changer la loi et faire en fait un nouveau type d'emploi qui est à mi-chemin entre l'emploi salarié et l'emploi indépendant. Voilà, pour dire, ok, c'est pas totalement de l'emploi indépendant, mais on veut pas non plus que ce soit simplement requalifié comme emploi salarié classique, donc on trouve cette voie intermédiaire. Si je me trompe pas, c'est notamment ce qui a été fait en Espagne et en Italie. Enfin, on peut évoquer les questions posées par le développement du big data.
le fait que de nombreux sites, de nombreuses entreprises qui sont présentes essentiellement sur Internet vont aujourd'hui tirer une partie de leurs revenus des données qu'elles récoltent à partir et sur leurs utilisateurs et utilisatrices et qu'elles vont ensuite soit exploiter pour elles-mêmes, soit revendre à d'autres entreprises, notamment à des fins de marketing ciblé. Or, cela vient brouiller les frontières entre consommation et travail. En effet, quand vous êtes sur un de ces sites, notamment quand vous êtes sur un réseau social, vous êtes plutôt, en tout cas vous avez plutôt le sentiment d'être dans une position de consommation, d'être un consommateur ou une consommatrice qui profite d'un service offert par ce site. Mais en réalité, plus vous êtes présent sur ce site, plus vous interagissez sur ce réseau social, plus vous allez fournir de données qui vont être pouvoir exploitées justement par l'entreprise en question. On retrouve finalement cette idée que quand une activité semble être gratuite, cela signifie que le produit, c'est vous. Alors, logiquement, une activité, surtout dans le cadre d'une entreprise privée, elle ne peut pas être gratuite. Il y a forcément des coûts qui sont derrière, qui doivent être supportés d'une façon ou d'une autre. Si dans le cadre d'une administration publique, ça peut être supporté grâce au prélèvement obligatoire. Si dans le cadre d'une association, c'est supporté grâce aux dons et aux subventions versées par l'État et les administrations publiques. Mais dans le cadre d'une entreprise privée, ça veut forcément dire qu'à un moment, il y a une relation marchande. Et si cette relation marchande ne se noue pas directement entre vous et l'entreprise, cela signifie que ça se noue d'un autre côté, un petit peu dans les coulisses, de l'autre côté de la scène, entre plusieurs entreprises entre elles. Et que finalement, justement, c'est vous et vos données qu'on négocie, que les entreprises vont négocier entre elles. C'est d'ailleurs le principe d'un marché biface où on a donc une face qui est liée entre, du coup, qui concerne les relations entre les clients, les consommateurs et consommatrices et l'entreprise, le réseau social, et de l'autre côté, autre dimension de son activité, les relations entre les entreprises elles-mêmes, ce qu'on peut appeler le B2B pour business to business. Et finalement, ce qu'on voit quand on analyse ce phénomène, c'est que puisque votre présence et votre activité sur ce site internet, sur ce réseau social est source de richesse pour cette entreprise, c'est finalement presque une forme de travail. Vous faites quelque chose qui est source de richesse pour cette entreprise. Ça peut être une définition du travail. Et finalement, ce serait un travail qui serait du coup gratuit. Donc, ce qui est intéressant avec cette perspective, c'est qu'on passe d'une situation où on a l'impression qu'on consomme un service gratuitement à une situation où en fait on travaillerait gratuitement. Les deux d'ailleurs ne sont pas totalement incompatibles. On peut dire qu'il y a à la fois une superposition d'une consommation gratuite et d'un travail gratuit et qu'on pourrait se dire finalement l'un dans l'autre, ça se compense. On est payé par le fait de pouvoir profiter d'un service gratuitement. C'est une façon de décrire les choses. Mais en tout cas, clairement, on voit que dans cette situation, dans cette perspective, les frontières entre consommation et travail sont floutées et que, alors qu'on a l'impression de consommer un service, on peut en même temps être en train de travailler, en tout cas de créer de la richesse pour une entreprise qui est derrière. Dans cette perspective, autre exemple, on peut aussi citer tout ce qui est test CAPTCHA qui permet en fait aussi d'améliorer les services d'intelligence artificielle. Ou de même, demander aux utilisateurs et utilisatrices d'un réseau social de signaler les contenus qui seraient considérés comme inappropriés, c'est un moyen de dire c'est plus simple de mobiliser tous nos utilisateurs et utilisatrices que de payer de nombreuses personnes, même si on va payer certaines personnes pour modérer, pour pouvoir trancher, mais en tout cas, vu la masse de données, de contenu qu'il y a disponible, ce serait extrêmement compliqué, il faudrait énormément de personnes pour tout modérer. Donc finalement, on va faire travailler les consommateurs et consommatrices et avec l'aide évidemment d'une intelligence artificielle, d'un algorithme, mais on va leur demander eux-mêmes de signaler des contenus considérés comme inappropriés. Voilà, c'est tout pour cette vidéo et pour ce chapitre. Je vous souhaite donc une bonne journée.